Une question ce matin, que cherche Horst Köhler? Nous sommes à moins d'un mois des discussions du rapport d'Antonio Guterres et de la MINURSO sur le dossier du Sahara. Ce sera le premier rapport sous le mandat d'Horst Köhler, le nouvel émissaire personnel du secrétaire général de l'ONU sur ce dossier, qui doit d'ailleurs se rendre la semaine prochaine à La Hayoun, à quelques jours de ces discussions. 7 mois après son entrée en fonction, quel premier bilan tiré pour l'ex-président allemand? Comment prépare-t-il les négociations et va-t-il parvenir à les organiser? Ce sont les questions qu'on se pose ce matin. Que cherche Horst Köhler, Afil Boutalem? Alors lui, il a bien précisé, c'est pas un arbitre. Il l'a bien précisé. Il est là pour aider les parties à négocier. Donc il est pas là pour dire qui a raison de qui a faux. Peut-être c'est effectivement bien de le dire, puisque souvent dans la presse des deux pays, le Maroc et l'Algérie, on se fourvoie en croyant que tel ou tel émissaire va prendre tel ou tel parti. Il n'est pas là pour prendre parti, il est là pour encourager les parties à négocier. Aujourd'hui, il a élargi un peu l'horizon. Il a intégré de nouveaux acteurs, ce qui est embêté un peu la diplomatie marocaine, mais peut-être que là, avec le nouveau rapport qui est pas aussi défavorable qu'on l'aurait cru, peut-être qu'on va revoir aussi nos cartes, puisque intégrer un personnage comme Paul Kagame, qui est un grand personnage au sein de notre continent et qui a beaucoup de réalisations, lui aussi doué de sagesse, peut pousser à ce que le conflit vers la résolution, et il peut aussi tempérer les positions très idéologiques et très radicales de personnages comme Joachim Chissano, l'ancien président du Mozambique, qui est un pays très très pauvre, un pays d'une misère incroyable, et qui pourtant n'hésite pas à venir parler sur les droits de l'homme au Maroc, et aussi monsieur Chargui, qui est Ismaël Chargui du Conseil de la paix au sein de l'Union africaine. Donc, en tout cas, il veut mettre l'Union africaine au cœur de ces négociations. Non, c'est une volonté. Il vient d'insister à travers son dernier rapport. L'organisation qui sera au cœur des négociations, ce sera toujours l'Organisation des Nations Unies. Mais il y aura un rôle de l'Union africaine. Il y aura un rôle de l'Union africaine, de l'Union européenne. Il élargit un peu l'horizon c'est bien, ça dilue un peu aussi la position de l'Algérie. À mon avis, à mon sens. Après, il faut effectivement faire très attention, puisque l'Algérie a un rôle important au sein de l'Union africaine, donc ça pourrait la renforcer. Mais s'il y a Paul Kagame dans l'histoire, et si Moussa Faki aussi, qui est président de la commission de l'Union africaine, ça peut diluer. En revanche, si on s'oriente vers durablement l'application de l'Union africaine, qui sait, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, ce sera Bouteflika qui sera président de l'Union africaine, et ça c'est risqué. Donc il faut peut-être faire du cas par cas. Et bon, pour l'instant, le Maroc est mesuré en tout cas par rapport à ces propositions. Il faut rester mesuré. Il ne faut pas s'ouvrir totalement à Horst Köhler. On ne sait pas réellement ce qu'il y a derrière sa tête, même s'il se présente pas comme arbitre. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'a pas soulevé les dernières décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui veut dire que effectivement, il souhaite, même parce qu'il veut donner le même rôle à l'Union européenne qu'à celui qu'il veut octroyer à l'Union africaine. Ouais. Donc ça veut dire que réellement, pour lui, c'est l'ONU qui restera au cœur de la résolution, et ni l'Union africaine ni l'Union européenne. Elles peuvent être d'une aide, mais pour l'instant, ça reste quand même l'Organisation des Nations Unies. Bon, en tout cas, 7 mois de mandat, et pour l'instant, il a plutôt secoué le cocotier, en tout cas, envisagé d'autres options, une méthodologie différente de la part d'Horst Köhler, il a apparemment une approche qui est beaucoup plus originale de celle de son prédécesseur, pour qui le Maroc reprochait beaucoup à Ross d'être pas vraiment impartial, et donc de prendre parti. J'espère que Horst Köhler ne fera pas la même chose. En tout cas, il a le bénéfice du doute de la part des Marocains aujourd'hui. Il a été en tant que président d'Allemagne, qui, je le rappelle, c'est juste un poste qui est honorifique, mais dans le passé, lors de la réunification de l'Allemagne en 1990, il a été acteur en tant que ministre ou secrétaire d'État aux finances de l'Allemagne fédérale. Il a donc aider à créer une monnaie unique pour l'Allemagne. Ça montre que c'est quelqu'un un unificateur, un rassembleur. Peut-être qu'il réussira à réunifier le Maroc avec ses provinces du Sud. En tout cas, aujourd'hui,
il a une approche qui est différente. Il veut revenir au texte de la Cour internationale de La Haye en 1975, qui prouvait qu'il y avait des liens d'allégeance entre donc les tribus sahraouis et les sultans du Maroc à travers toute l'histoire, les 400-500 dernières années. Donc, il veut repartir à travers ces textes-là, peut-être parler d'une constitution pour le Sahara. Et il a bien compris le concept que le Maroc ne pouvait offrir rien d'autre que l'autonomie sous la souveraineté marocaine. Les négociations vont reprendre à Manhasset, mais à condition qu'il y ait quoi négocier. Je veux dire, si on revient sur le principe du référendum d'autodétermination, le Maroc n'est pas fermé à 100% à cette idée, mais à condition que la partie adverse et que ses soutiens jouent avec les règles du jeu et arrêtent de tricher, de ramener des populations qui n'ont rien à voir avec le Sahara marocain pour être éligibles au référendum, ce qui n'a pas de sens. On estime à peu près qu'il y a 120 000 personnes dans les camps de séquestrés de Tindouf et la partie adverse estime qu'il y en a 350 000, tout simplement parce que la plupart sont des nomades ramenés de Mali et de Mauritanie, etc. Donc si il y a des négociations à avoir, il faut que ce soit sur des bases très sérieuses. On rappelle en tout cas que le plan d'autonomie marocain est la base de négociation depuis 2007 à Fil Boutaleb. Là, il y a une tentative peut-être de la part de Earth-Scholar de changer la donne sur la base de négociation, même si le Maroc pour l'instant a clairement affiché qu'il n'était pas d'accord. On a vu Nasser Bourita ne pas se rendre à Berlin, ne pas faire venir Earth-Scholar récemment à Rabat comme c'était prévu, mais plutôt se retrouver à Lisbonne et ne pas trop fuiter entre guillemets sur le contenu de ce qui a été dit. Non mais c'est bien d'avoir cette attitude vis-à-vis de Earth-Scholar. On peut pas s'ouvrir, on a fait ça avec Christopher Ross et puis il s'avère qu'on s'était trompé. On rappelle que Christopher Ross et Ban Ki-moon avaient évoqué l'idée d'enlever le plan d'autonomie comme base de négociation. C'est pas acquis de venir à Rabat et de fanfaronner, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut je parlais surtout de l'attitude de Christopher Ross. Il faut rappeler, lui il a demandé à ce que les partis soient réalistes. Le Maroc visiblement, donc le réalisme c'est que le Maroc est dans son pays. Demander à ce que la position de l'Algérie, qui est l'unique parti adverse puisque le Polisario est un pantin entre les mains de l'Algérie, donc demander à ce que le Maroc retire une armée de 110 000 hommes stationnés sur une bande de 1300 kilomètres, est-ce que c'est ça être réaliste? Bien sûr non, ce n'est pas du réalisme. Personne en Europe ne souhaiterait ça. Une armée comme ça qui se déplace en plein cœur du Sahara, une région sensible, personne ne souhaiterait ça. Il y aurait des conséquences dévastatrices pour le commerce international et pour l'économie mondiale et pour beaucoup de choses, l'immigration, etc. Donc effectivement ça, ce n'est pas une option réaliste. L'option réaliste, c'est par rapport au plan d'autonomie. Donc si c'est pas le plan d'autonomie, c'est l'État unitaire. Ça c'est pas réaliste qu'on s'oriente vers un État unitaire puisque le Maroc a choisi la régionalisation. Alors ce que disait Hicham Ben Sari, c'est éventuellement une constitution sahraoui, un modèle de Commonwealth entre le Maroc et... Non, le Commonwealth, ça c'est refusé. Ça c'était aussi la proposition de Christopher Ross qui avait évoqué la confédération. Non, il n'y a pas de Commonwealth, il y a un seul drapeau. En revanche, effectivement, il faut peut-être revoir certaines choses, par exemple le découpage régional au niveau du Sahara, peut-être ça oui, aussi créer des agences pour la gestion des ressources locales délocalisées avec leur siège là-bas, mais de droit marocain. Bon, ça c'est des pistes de négociation, c'est pas à nous dans ce plateau de le faire, mais ce qui est sûr, c'est que, revenons à ce qu'il disait, Earth-Scholar, il vient d'un pays qui est l'Allemagne, qui a une histoire, et le Maroc a été un pays, il faut le lui dire, qui était comme l'Allemagne. On a été divisés. Il y avait 7 territoires marocains différents, avec des autorités différentes. On les a réunifiés en un seul territoire, sans qu'il y ait de guerre mortelle qui fasse des millions de morts. On a pu faire ça. Il y avait plusieurs passeports pour se promener d'une région à l'autre dans le même pays. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de passeport pour se promener. Heureusement, c'est notre pays. Donc il faut le lui dire. Ils ont vécu ça en Allemagne. Pour l'instant, c'est difficile en tout cas d'avoir le point avec Earth-Scholar. Lui ne dévoile pas totalement ses cartes. Il faut peut-être
rappeler un peu l'histoire aussi à Horst Köhler. Ce qu'avait fait le roi Mohamed VI dans son discours. Le Kaiser Guillaume II est venu au Maroc en 1905. C'était un État, c'était avant le protectorat. C'était un État. Il est venu rencontrer le sultan du Maroc. Et ben dans ce cas-là, on n'est pas comme dans d'autres pays africains qui n'existaient pas avant la colonisation. Non, on existait. Leur propre roi Kaiser nous avait reconnus en venant chez nous pour rencontrer le sultan. Donc clairement, notre pays existait, et donc là, ce n'est pas un cas de décolonisation, c'est un cas de réunification. Et Cham El-Sari, prudence. En tout cas, il va falloir reprendre son temps dans ces négociations pour la négociation finale entre guillemets entre le Polisario, l'Algérie et le Maroc. Oui, prudence. Le Maroc a toujours eu cette position de prudence par rapport à la MINURSO, par rapport aux Nations Unies. Et le Maroc n'a pas de leçon à prendre. Je veux dire, le Maroc lui-même est aujourd'hui un des plus grands contributeurs en casque bleu à l'ONU et a toujours été sponsor et même signataire des résolutions des Nations Unies, et a toujours été très actif et a toujours collaboré avec les Nations Unies. Il y a des lignes rouges, bien sûr, que Köhler doit comprendre aujourd'hui quand il s'agit du Maroc. Parler des droits de l'homme aujourd'hui au Sahara marocain, c'est une ligne rouge, parce que le Maroc est un pays avec ses institutions, avec son histoire, comme vous avez dit, Hafid, et qui est complètement capable de gérer ces histoires à travers ses institutions qui sont crédibles et pour conclure. Alors pour conclure, on rappelle que dans un an il y aura les présidentielles en Algérie, que la position de l'Algérie, quelle qu'elle soit aujourd'hui, ne reflètera jamais le fond. Peut-être qu'ils vont se modérer un peu, parce que eux, ce qui leur importe aujourd'hui, c'est de réussir le pari de 2019. On ne sait pas qui va succéder à Abdelaziz Bouteflika, et donc ce qui serait bien, c'est que le Maroc utilise cette année qui vient pour réellement mettre les gouvernements algériens devant le fait accompli. Vous êtes partie de ce conflit. Vous devez même le gérer pendant votre campagne électorale et en parler clairement à votre peuple. Vous prenez de l'argent du peuple pour le donner au Polisario. Voilà la réalité. Merci, messieurs. Hafid Boutaleb, membre de l'association Tizi, expert en relations internationales. Hicham El-Sari, merci. À très bientôt, fondateur de MedBlue Trading, expert en relations internationales. Vous restez avec nous. 10h10, les experts atlantiques avec Fessat Alaoui. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs.